Bonjour à tous. On a vu dans mes dernières vidéos que la sclérose qui gagne l'appareil décisionnel de certaines entreprises avait des effets dévastateurs sur la motivation des cadres, plongés dans un sentiment d'inutilité de plus en plus profond. Et je dois vous dire que j'éprouve une certaine sympathie pour ces équipes de direction qui, afin de lutter contre les vagues de dépression que génèrent les cycles de réunions infinies qu'elles organisent, décident de mettre en place d'autres réunions, tout aussi longues et aussi stériles, pour créer du sens au travail et améliorer le bonheur des employés qu'elles ont elles-mêmes désespérés. Alors, mesdames et messieurs les décideurs, pour retrouver l'adhésion de vos collaborateurs et limiter les burn-out, je vous rappelle qu'il existe une autre voie que la gesticulation éthique. Cette voie, c'est celle de l'agilité et du management bienveillant. Alors elle consiste à raccourcir les cycles de réflexion et à favoriser l'esprit d'initiative pour redonner de la vitesse aux actions de l'entreprise. Et du coup, plus personne ne se sent inutile parce que chacun peut voir à l'œil nu les résultats de son propre travail. Alors j'ai bien conscience que l'appellation management bienveillant pouvait faire craindre aux plus cyniques d'entre nous que ce concept va nous obliger à utiliser des expressions désespérément positives comme ensemble, toutes et toutes, participative ou en pleine conscience. Mais en fait non, on peut tout à fait utiliser ces techniques en continuant à parler aux gens comme s'ils étaient adultes et intelligents. Et il n'y a qu'à finalement se rappeler de qui sont les inventeurs de ce type de management pour s'en convaincre, parce que, mesdames, messieurs, non, le management bienveillant n'a pas été inventé par des start-upers américains qui font des cœurs avec les doigts, mais bel et bien par l'armée prussienne qui était tout de même pas très réputée pour mettre des baby-foot dans la cantoche. Ça vous étonne ? Eh bien alors, retournons à la fin du XVIIIe siècle. Alors l'armée prussienne de cette époque, eh bien, elle était crainte et respectée dans toute l'Europe. Elle avait une solide réputation d'efficacité, mais tout de même, il y avait un certain nombre de ces généraux, dont celui qui va devenir le général von Clausewitz, qui était pour revoir son organisation de façon à intégrer dans les tactiques utilisées par cette armée les dernières innovations en matière d'armement. Ces gens-là pensaient, à raison, qu'il est toujours préférable de construire une organisation autour des innovations du moment, plutôt que de tenter de les intégrer au chausse-pied dans une organisation préexistante, incapable d'en exploiter le potentiel de rupture. Clausewitz était un petit peu le Elon Musk de l'époque, mais en plus avec un joli fusil en bandoulière. Mais en ces temps-là, comme un petit peu à notre époque, c'était très difficile de faire changer une équipe qui gagne. Alors les propositions de Clausewitz et de sa petite bande de tacticiens, eh bien, elles furent largement ignorées par le commandement en chef qui se croyait sûr de lui et infaillible. Et donc il a fallu les défaites écrasantes contre Napoléon pour que vienne le temps de la remise en cause. Une tôle, ça fait quand même du bien pour remettre les idées en place. Et finalement, la voix de Clausewitz a commencé à se faire un petit peu plus entendre. Sauf qu'il était trop tard, parce que la Prusse avait été vaincue, et elle était occupée par l'armée française. Alors, von Clausewitz, a quitté la Prusse, s'est engagé dans l'armée russe qui, elle, continuait le combat, de façon à pouvoir expérimenter ces concepts, parce qu'il avait également compris que pour innover, il fallait rester au contact du terrain. C'était très compliqué d'innover en chambre. De ce travail d'observation assez méthodique, combiné à ses propres expérimentations tactiques, comme on vient de le voir, il va tirer un certain nombre d'enseignements qui demeurent encore aujourd'hui une véritable source d'inspiration pour de très nombreux leaders. Alors le premier des enseignements, c'est une analyse assez bonne du monde de la guerre, qui peut tout à fait s'appliquer au monde de l'entreprise, c'est que la guerre est un monde de frottement. C'est-à-dire que l'ordre le plus banal, la tâche la plus facile, peut s'avérer d'une difficulté extrême dans le stress du danger. Du coup, seuls les ordres et les mécanismes les plus simples peuvent être exécutés correctement dans de telles conditions. Et la sophistication, quant à elle, elle est tout simplement à éviter à tout prix. Et même si on ne peut pas comparer le stress d'une bataille à celui généré par la transformation actuelle du monde du travail, beaucoup de dirigeants devraient méditer cela. Même ceux qu'on fait l'ENA, en fait. Donc, deuxième enseignement de Clausewitz, c'est qu'il existe un véritable brouillard entre le commandement en chef et les troupes qui sont sur le terrain. Donc celui qui commande, en fait, il est un petit peu déconnecté de la réalité du terrain et il lui manque souvent des informations pour prendre des décisions qui sont appropriées. Alors à notre époque, c'est un petit peu une situation inverse puisque le décideur est souvent noyé par un trop-plein d'informations, mais le résultat est le même, c'est qu'il a du mal à faire la part des choses entre les informations fiables et intéressantes et celles qui sont fausses et futiles. En revanche, à la différence du général en chef, les troupes, elles, sont au contact du terrain et de l'ennemi. Elles sont beaucoup moins victimes du brouillard et de la déconnexion.
Elle voit finalement ce que le chef suprême ne peut pas voir. Donc Clausewitz estime qu'il faut déléguer un maximum de responsabilités aux officiers et sous-officiers présents sur le terrain et qui sont donc sous le brouillard, afin qu'ils puissent prendre des initiatives et adapter les ordres qui viennent d'en haut. Mais à trop vouloir libérer les initiatives, eh bien en fait on prend le risque de voir s'installer l'anarchie dans l'organisation, tout le monde y allant de sa propre volonté sans vouloir se coordonner avec les autres. Donc Clausewitz va, pour lutter contre ce désordre potentiel, va mettre en place 2 garde-fous qui vont encadrer la prise d'initiative sans pour autant la décourager. Le premier de ces 2 garde-fous, c'est le partage de l'information et du sens de la mission, c'est-à-dire que chaque officier va connaître l'objectif global de la bataille et va savoir quelles sont les missions de tous ses collègues. Du coup, si un officier doit prendre une initiative, parce que par exemple un ordre est mal adapté, eh bien il va pouvoir le faire en ayant les moyens d'apprécier si cette initiative va servir ou desservir le collectif. Le deuxième garde-fou, eh bien, c'est que Clausewitz va créer le principe des bulles de responsabilité. Donc le commandant de chacune de ces bulles y est le décisionnaire, il a un périmètre à lui et il y est tout puissant. Son supérieur n'est pas censé intervenir et le micro-management est formellement interdit. À l'intérieur de chaque bulle, du coup, on sait qui décide quoi et finalement on a besoin d'aller voir une seule personne pour prendre une décision, ce qui laisse quand même assez rêveur quand on sait que dans nos organisations actuelles, notamment dans certaines entreprises, il faut jusqu'à 10 signatures pour prendre la moindre décision. Mais n'en déplaise aux partisans du zéro meeting, eh bien ça n'est pas pour autant que Clausewitz va éliminer complètement la concertation et les réunions. Non, finalement, il va se contenter de les réserver aux seuls sujets qui concernent plusieurs périmètres ou plusieurs bulles de responsabilité. C'est-à-dire que le chef d'une bulle qui voit qu'il n'a pas le pouvoir sur l'intégralité d'un périmètre, eh bien, il va devoir se coordonner avec ses homologues afin de prendre une initiative, et s'il n'y arrive pas, il va demander un arbitrage à sa hiérarchie. Donc finalement, la réunion d'état-major de l'armée prussienne de l'époque, eh bien, c'est un petit peu l'ancêtre du stand-up meeting du lundi matin. Le premier décideur à avoir appliqué la doctrine de Clausewitz à grande échelle, eh bien, c'est le maréchal von Moltke, et on s'en souvient bien en France, parce qu'il a mis une véritable raclée aux armées de Napoléon III en 1870. La phrase préférée de ce grand général, c'était « Aucun plan de bataille ne résiste au premier coup de canon ». Donc pour lui, la surplanification était à proscrire. Il l'a considérée comme une perte de temps et un obstacle à la responsabilisation, à la créativité et à la prise d'initiative de ses troupes. Et c'est pas idiot quand on y réfléchit, puisque quel que soit le temps que vous prenez à imaginer des hypothèses, eh bien l'ennemi bouge, et il va donc forcément faire des choses qui ne sont pas prévues et auxquelles vous devrez vous adapter. Donc voilà pourquoi von Moltke préparait des actions à l'avance uniquement sur le premier jour d'une campagne, et après ce premier jour, eh bien, il se contentait de réagir rapidement aux événements afin de prendre des décisions les plus pertinentes possibles. Alors devant de tels succès, eh bien, beaucoup d'observateurs ont imaginé que ces succès étaient dus à la légendaire discipline de l'armée allemande. Et du coup, ils ont demandé à tous les officiers, et par mimétisme aux cadres d'entreprise d'aujourd'hui, d'être avant tout obéissants. Mais en fait, les gens qui font ce type d'analyse se trompent d'échelle, puisque dans l'armée prussienne, la discipline était réservée à l'exécution des actions, mais pas à leur conception. Et c'était la souplesse et la prise d'initiative qui étaient encouragées dans la prise de décision, voire même une certaine indiscipline à certains moments. Bref, la créativité et l'initiative dans la conception des actions, et la discipline dans l'exécution de ces actions. Le problème, c'est que dans certaines organisations, on a fait exactement le contraire, c'est-à-dire on a mis la discipline dans la conception et on a de l'indiscipline dans la réalisation. Alors, dernier enseignement de Clausewitz, eh bien, c'est que toutes ces belles doctrines ne fonctionnent pas sans la valeur cardinale du leadership, qui est la valeur courage. Donc sans cette capacité à trancher, à décider, à garder la tête froide sous la pression, eh bien le modèle du management bienveillant, finalement, il s'effondre complètement. Et ceux qui pensent que ce sont les gentilles attentions, les sourires, l'empathie qui font les leaders modernes, oublient l'essentiel, c'est qu'un chef sans courage ne tardera pas à perdre la confiance et le respect de ses équipes, ainsi que sa capacité à les entraîner et à les inspirer, puisque la communication ne fait pas tout, il faut aussi décider. Et Patton lui-même, qui était un disciple de von Clausewitz, avait cette expression, c'est que un corps d'armée, c'est comme un spaghetti, ça ne se pousse pas, ça se tire. Donc ça veut dire, les leaders, ils doivent être devant, pas dans les bureaux. Et c'est probablement ici que réside le plus grand défi culturel pour certains managers de notre temps,
c'est que dans l'incertitude de nos environnements en transformation, eh bien, un leader ne peut plus se contenter de faire du reporting ou d'exécuter les ordres venus d'en haut sans réfléchir. Il doit, encore plus qu'auparavant, endosser la responsabilité des choix et décider, même quand il ne dispose pas de toutes les informations pour ce faire. Donc pas sûr que l'empilement des organes de contrôle et des comités de pilotage qu'on voit fleurir un peu partout en ce moment n'aille dans le bon sens. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt.